Bonjour les Microsoft, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons étudier une controverse qui a opposé à la fin du XVIIIe siècle l'un des plus grands philosophes occidentaux, je veux parler d'Emmanuel Kant, à un jeune intellectuel franco-suisse, Benjamin Constant. Cette controverse portait sur une question éthique majeure, a-t-on le droit de mentir? Et elle trouvait son origine dans l'un des concepts les plus célèbres de Kant, l'impératif catégorique. Mais tout d'abord, quelques petits repères biographiques sur Kant. Il est né le 22 avril 1724 à Königsberg, en Prusse orientale, aujourd'hui rattaché à la Russie et appelé Kaliningrad. Petite parenthèse liée à l'actualité, cette ville a maintenant une importance stratégique majeure, car elle se situe dans une enclave très isolée du reste du territoire russe, entre la Pologne et la Lituanie. Mais fermons là cette parenthèse et revenons à notre philosophe allemand. Il est resté célibataire toute sa vie et il est connu pour le déroulement de ses journées parfaitement réglées, certains diraient même un peu monotones, avec un lever à 5 heures du matin, une matinée de travail, un déjeuner avec des amis, toujours le même nombre et prévenu à la dernière minute, puis une promenade en solitaire. Seuls deux événements vinrent bousculer la régularité de cet emploi du temps. La lecture de l'Émile de Rousseau et l'annonce de la prise de la Bastille. Alors, il était professeur à l'université de cette ville, et petite remarque intéressante, ses cours portaient évidemment sur la philosophie, mais aussi sur les mathématiques et la physique qu'il avait apprises dans l'œuvre de Newton. Mais venons-en à sa philosophie. Alors, 4 ans avant sa mort, à la toute fin de sa carrière de professeur donc, Kant publia un livre intitulé « Logique », qui était une sorte de manuel destiné à ses élèves. C'est dans cet ouvrage qu'on trouve les questions qui ont fondé tout ce qu'aujourd'hui nous appelons sa théorie critique. Alors voici comment il présente ces questions. Le domaine de la philosophie, en ce sens cosmopolite, se ramène aux questions suivantes. Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Et qu'est-ce que l'homme? À la première question répond la métaphysique, à la seconde la morale, à la troisième la religion, et à la quatrième l'anthropologie. Mais au fond, on pourrait tout ramener à l'anthropologie, puisque les 3 premières questions se rapportent à la dernière. Alors, petite précision, quand Kant parle du sens cosmopolite, il veut dire que c'est un sens qui s'applique partout, pour tout le monde, dans le monde entier, dans le cosmos. Donc on voit qu'il y a 3 questions, puis une quatrième, qu'est-ce que l'homme, qui en quelque sorte pour lui résume les 3 premières questions. Alors on trouvait déjà ces 3 questions dans un appendice à la critique de la raison pure, mais avec moins d'explications, j'ai donc préféré la version du livre Logique, qui en plus a l'avantage d'être située vraiment à la fin de sa vie. Alors, l'impératif catégorique qui va nous intéresser aujourd'hui est défini dans 2 ouvrages consacrés à la deuxième question, que dois-je faire? Ces 2 ouvrages sont Fondement de la métaphysique des mœurs, paru en 1785, et Critique de la raison pratique, qui lui est paru en 1788. On peut remarquer que la formulation de la question apporte déjà un élément de réponse. En effet, Kant ne se demande pas « que puis-je faire ?» comme dans « que puis-je savoir ?» mais « que dois-je faire ?» Il place donc d'emblée la question de la raison pratique sous le signe du devoir. C'est ce qu'on appelle une morale déontologique. Nous allons maintenant pouvoir entrer dans le vif du sujet et comprendre ce qu'est un impératif. Mais pour cela, nous allons devoir passer par quelques définitions intermédiaires. Kant commence par définir, dès la première page de la critique de la raison pratique, ce qu'il appelle les propositions fondamentales pratiques, qui sont des propositions renfermant une détermination générale de la volonté. Bon, on reconnaît là son style, pas très clair, mais très précis. Pour le dire plus simplement, ce sont des propositions qui doivent déterminer notre volonté,
et donc notre action. En tout cas, c'est l'objectif. Kant distingue deux types de propositions. Ou bien celles-ci sont subjectives, c'est-à-dire que le sujet considère qu'elles ne sont valables que pour sa volonté, et dans ce cas, Kant les appelle des maximes, ou bien elles sont objectives et sont appelées des lois pratiques. Dans ce cas, elles sont valables pour tout être raisonnable. Tout être raisonnable car ces propositions sont déterminées par la raison, qui commande à la volonté. Pour Kant, c'est ce qui distingue l'homme de l'animal, car il est, selon lui, la seule créature raisonnable sur Terre. Bon, je pense qu'aujourd'hui, il y en a certains qui ne seront pas d'accord avec cette affirmation. Mais Kant a bien conscience que chez la plupart des humains, la raison ne détermine pas entièrement la volonté. Nous agissons aussi sous le coup de l'intérêt ou de l'émotion, par exemple. Il faut donc que nous transformions ces règles en impératifs, que nous respectons par devoir. On retrouve là le verbe « devoir » que nous avions remarqué dans la question « que dois-je faire ?» Mais là encore, Kant fait une distinction binaire. Il y a les impératifs qui dépendent d'une fin, c'est-à-dire d'un objectif à atteindre, et Kant les appelle impératifs hypothétiques. Et il y en a d'autres qui ne dépendent pas d'une fin, sont donc universels. Et Kant les appelle les impératifs catégoriques. Pour résumer, un impératif catégorique est une loi pratique déterminée par la raison pure, c'est-à-dire sans considération d'une fin quelconque et sans tenir compte de la situation pratique. S'applique donc à tout le monde et en toutes circonstances. Pour bien se faire comprendre, Kant précise que les impératifs hypothétiques sont des préceptes pratiques, ou des conseils en fait, que nous pouvons suivre ou pas selon les situations et notre intérêt personnel. Alors que les impératifs catégoriques sont des lois qui nous commandent. Mais une fois que nous avons bien compris toute cette analyse, il reste une question. Comment puis-je savoir si une règle est un impératif hypothétique ou catégorique ? Nous avons besoin d'une loi morale, que Kant appelle la loi fondamentale de la raison pratique pure, et qu'il énonce ainsi : « Agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse toujours valoir en même temps comme principe d'une législation universelle. » Bon, il existe d'autres formulations, mais celle-ci est la plus connue, sans doute, on peut considérer que c'est la meilleure, et de toute façon, les autres viennent à peu près au même. Alors, on y retrouve quelques mots-clés typiques du kantisme. La raison pratique pure veut dire qu'elle est indépendante de toute considération empirique, qu'elle ne dépend ni de la situation, ni de l'individu. Dans les appendices de la critique de la raison pure, il va plus loin et précise : c'est pourquoi la métaphysique des mœurs est proprement morale pure, où nulle anthropologie, c'est-à-dire nulle considération empirique, ne se trouve prise pour fondement. C'est-à-dire en fait que cette morale pure resterait la même avec des êtres non humains, à la seule condition qu'ils soient dotés de la raison. Et bien sûr, universel veut dire que cette loi s'applique partout, tout le temps et pour tout le monde. Ce qui justifie cette universalité, c'est que la loi a été déterminée par la raison, qui est elle-même universelle. Dans le sens où ce qui est déterminé par la raison, par quelqu'un, va être de la même façon déterminé par un autre. C'est la raison qui détermine cette morale. L'idée de Kant est de rendre la morale aussi universelle que les sciences ou les mathématiques. Alors, Kant illustre son analyse avec plusieurs exemples. Mais dans cette vidéo, nous allons nous attarder sur celui qui concerne la promesse et le mensonge. Alors, je vais emprunter la description de cet exemple dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Kant commence par se poser la question : mais ne puis-je pas, si je suis dans l'embarras, faire une promesse avec l'intention de ne pas la tenir ? On peut avoir de bonnes raisons de ne pas tenir ses promesses. Par exemple, on peut vouloir se tirer d'un embarras ou en tirer quelques avantages. La question que pose Kant, c'est : est-ce que je peux en faire une loi universelle ?
Voici comment il l'exprime. Et pourrais-je bien me dire, tout homme peut faire une fausse promesse quand il se trouve dans l'embarras et quand il n'a pas d'autre moyen d'en sortir. Je m'aperçois bientôt ainsi que si je peux bien vouloir le mensonge, je ne peux en aucune manière vouloir une loi universelle qui commanderait de mentir. En effet, selon une telle loi, il n'y aurait plus à proprement parler de promesse, car il serait vain de déclarer ma volonté concernant mes actions futures à d'autres hommes qui ne croiraient point à cette déclaration, ou qui, s'ils y ajoutaient foi étourdiment, me paieraient exactement de la même monnaie, de telle sorte que ma maxime, du moment qu'elle serait érigée en loi universelle, se détruirait elle-même nécessairement. Le raisonnement de Kant est assez simple. Si j'érige le droit de mentir en loi universelle, la confiance disparaîtrait de la société, et avec elle toutes les promesses, les engagements et les contrats. Plus personne ne ferait confiance à personne. Dit comme ça, cela semble imparable. Et pourtant, cela sera contesté par un jeune écrivain, dont la valeur n'a pas attendu le nombre des années, car il n'a que 30 ans quand il publie son texte, alors que Kant en a alors 73. Ce jeune homme s'appelle Benjamin Constant et il est né en 1767 à Lausanne, en Suisse. Bien qu'étant suisse, il a passé quasiment toute sa vie à Paris, où il était arrivé en compagnie de son amie Madame de Staël, elle aussi d'origine suisse. Sa réaction à la morale kantienne sur le mensonge est analysée dans un ouvrage intitulé La France de 1797, et tout particulièrement dans le chapitre des principes. C'est un ouvrage politique dans lequel Benjamin Constant cherche à défendre le régime du Directoire et les acquis de la Révolution française. Mais que viennent faire les principes dans ce plaidoyer ? Cela s'explique par l'opposition des conservateurs à la Révolution française, qui contestaient justement le passage de l'Ancien Régime, fondé sur la tradition, au nouvel ordre politique inspiré par des principes idéaux comme la liberté, l'égalité et les droits de l'homme en général. Cette question des principes était donc centrale. Benjamin Constant distingue deux niveaux de principes. Tout d'abord, les principes abstraits qui sont universels, mais qui ne permettent pas de déterminer directement des actions. On pense aux impératifs catégoriques de Kant, évidemment. En politique, ces principes abstraits sont justement la liberté ou l'égalité, qui sont décriés par les conservateurs. Pour passer d'un principe abstrait à une action concrète, on doit passer par des principes intermédiaires, qui tiennent compte du contexte. Cette distinction ne s'applique pas seulement à la politique, mais aussi à la morale. Et là, Benjamin Constant vise directement la morale déontologique de Kant et son impératif catégorique de véracité. Voici comment il traite le sujet. Alors, comme je n'ai pas trouvé de livre avec le texte de Constant, je l'ai trouvé sur Internet, je l'ai imprimé, et je vous mettrai le lien vers le document dans la description sous la vidéo. Le principe moral, par exemple, que dire la vérité est un devoir, s'il était pris d'une manière absolue et isolée, rendrait toute société impossible. Nous en avons la preuve dans les conséquences très directes qu'a tiré de ce principe un philosophe allemand qui va jusqu'à prétendre qu'envers des assassins qui vous demanderaient si votre ami qu'ils poursuivent n'est pas réfugié dans votre maison, le mensonge serait un crime. Ce n'est que par des principes intermédiaires que ce principe premier a pu être reçu sans inconvénient. Toutes les fois qu'un principe démontré vrai paraît inapplicable, c'est que nous ignorons le principe intermédiaire qui contient le moyen d'application. Je prends pour exemple le principe moral que je viens de citer, que dire la vérité est un devoir. Ce principe isolé est inapplicable. Il détruirait la société. Mais si vous le rejetez, la société n'en sera pas moins détruite, car toutes les bases de la morale seront renversées. Il faut donc chercher le moyen d'application. Dire la vérité est un devoir. Mais qu'est-ce qu'un devoir ? L'idée de devoir est inséparable de celle de droit.
Un devoir est ce qui, dans un être, correspond au droit d'un autre. Là où il n'y a pas de droit, il n'y a pas de devoir. Dire la vérité n'est donc un devoir qu'envers ceux qui ont droit à la vérité. Or, nul homme n'a le droit à la vérité qui nuit à autrui. Voilà, ce me semble, le principe devenu applicable. En le définissant, nous avons découvert le lien qui l'unissait à un autre principe. Et la réunion de ces deux principes nous a fourni la solution de la difficulté qui nous arrêtait. Alors, quand Benjamin Constant dit que l'impératif de Kant isolé détruirait la société, mais que son rejet la détruirait tout aussi bien, il me fait penser à Aristote et à son principe de la juste mesure entre le manque et l'excès. Bien entendu, Benjamin Constant et Aristote décrivent leur position dans des termes très différents, mais dans l'esprit, elles ne me semblent pas très éloignées. Donc je ne vais pas développer pour ne pas trop allonger cette vidéo, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ma vidéo sur l'éthique à Nicomaque et me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi sur ce point. Alors, par rapport à Kant, la proposition de Benjamin Constant apparaît comme plus pragmatique et assouplit la rigidité de l'impératif catégorique. Elle le rend plus humain en quelque sorte. Cette volonté d'humanisation ne va d'ailleurs pas échapper au philosophe allemand, dont on peut d'ailleurs se demander comment il a eu connaissance des écrits du jeune Benjamin Constant, mais ça, l'histoire ne nous le dit pas. Emmanuel Kant va donc lui répondre la même année, dans un article publié dans le Berliner Blatter, prononciation non garantie, et intitulé « Sur un prétendu droit de mentir par humanité ». Dès le titre, on sent bien que Kant a été piqué au vif et qu'il ne peut contenir une certaine ironie. Alors, ce texte a été publié dans cet ouvrage qui compile plusieurs textes de Kant. Et donc, dans un premier temps, Kant reprend l'argumentation qu'il avait développée dans la critique de la raison pratique. Être véridique dans les propos qu'on ne peut éluder, c'est là le devoir formel de l'homme envers chaque homme, quelle que soit la gravité du préjudice qui peut en résulter pour soi-même et pour autrui. Et il ajoute un peu plus loin, « Car le mensonge nuit toujours à autrui. Même s'il ne nuit pas à un autre homme, il nuit à l'humanité en général, et il rend vaine la source du droit. » Jusque-là, rien de nouveau, à part peut-être l'introduction de cette idée de la source du droit, et qu'il va développer par la suite. C'est ainsi que si, en mentant, tu as empêché d'agir un homme qui cherchait à commettre un meurtre, tu es juridiquement responsable de toutes les conséquences qui pourraient en résulter. Mais si tu t'en es tenu strictement à la vérité, la justice publique ne peut rien retenir contre toi, quelles que soient les conséquences imprévues qui peuvent en découler. Ce que dit Kant, c'est qu'on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir dit la vérité, quelles que soient les conséquences. Alors que si vous mentez, vous devenez responsable de ce qui arrive. Il décrit alors quelques scénarios ou scénarii pour les puristes, en reprenant l'hypothèse de Constant, d'un assassin qui vous demande où est votre ami, mais dans lequel ou bien la vérité permet à votre ami de s'échapper, ou bien le mensonge débouche sur la rencontre non prévue et malheureuse entre votre ami et l'assassin. Bref, comme vous ne pouvez pas savoir de façon certaine ce qui va arriver par la suite, il vaut mieux dire la vérité, car on ne pourra pas vous le reprocher. Par ailleurs, le dommage qui pourrait être causé à autrui ne l'est que par accident, car on n'est pas libre de dire la vérité ou pas. C'est un devoir inconditionnel, ce que Kant exprime ainsi. Or, tout homme n'a pas seulement un droit, mais même le devoir le plus strict d'être véridique dans les propos qu'il ne peut éviter de tenir, même si cette véracité lui nuit ou nuit à autrui. Lui-même, par conséquent, ne nuit pas à proprement parler à celui qui souffre de son action. Le dommage est causé par accident. Car ici, l'homme n'est absolument pas libre de choisir. La véracité est un devoir inconditionné.
Et il conclut par « Tous les principes juridico-pratiques doivent renfermer une stricte vérité, et les susnommés principes intermédiaires ne peuvent renfermer qu'une détermination plus précise de leur application au cas qui se présente, mais jamais des exceptions aux dits principes. Celles-ci nient en effet l'universalité qui seule leur confère leur nom. » Cet argumentaire de type juridique montre bien que pour Kant, l'expression « loi morale » n'est pas une sorte de métaphore, mais que pour lui, il s'agit bien d'une loi réelle, aussi contraignante qu'une loi votée au Parlement. J'ai donc cherché à vérifier si notre système juridique contenait cette obligation de dire la vérité, comme le souhaitait Kant. Dans un premier temps, j'ai cherché s'il existait une obligation de dire la vérité dans nos relations interpersonnelles avec nos proches ou des personnes inconnues, mais je n'ai rien trouvé de tel. On peut dire ce qu'on veut à qui on veut, sans craindre les foudres de la justice. Cela est vrai, sauf en cas de témoignage requis par la justice, car dans ce cas, on est tenu, selon la formule consacrée, de jurer sans haine et sans crainte, et de dire toute la vérité, rien que la vérité. Mais même dans ce cas, il existe des exceptions, généralement partielles, liées à des professions comme diplomate ou celles qui sont liées par un serment de secret professionnel. Il y a aussi des exceptions correspondant au scénario proposé par Benjamin Constant, comme le montrent les articles de loi suivants. Alors, article 206 du Code de procédure civile. Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. Peuvent être dispensés de déposer les personnes qui justifient d'un motif légitime. Peuvent s'y refuser les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou de son conjoint, même divorcé. D'ailleurs, dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, on trouve à l'article 14, alinéa G, toute personne accusée d'une infraction pénale a droit en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes. Il y en a plusieurs, mais l'alinéa G précise à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. On n'est pas obligé de dire tout le temps la vérité. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, cette querelle a eu de nombreux échos jusqu'à nos jours, puisqu'elle pose une question fondamentale en éthique, au-delà de la question du mensonge. Cette question revient à se demander si les impératifs catégoriques sont applicables dans la vie réelle. Les philosophes se sont donc déchirés entre les kantiens et les constantiens. Je ne vais pas entrer dans le détail de ce débat, dont vous trouverez la description dans un document dont je mettrai le lien aussi dans la description de cette vidéo. Ce document s'intitule « Pourquoi être sincère ? L'actualité de la querelle du mensonge entre Benjamin Constant et Emmanuel Kant ». Alors, il est issu d'un site qui s'appelle Études kantiennes, ou Études sur Kant, j'imagine, c'est de l'allemand. Donc il n'est pas totalement objectif, mais il est quand même très très intéressant. Et très souvent d'ailleurs, les analyses récentes se fondent sur une adaptation du scénario proposé par Benjamin Constant, à la Seconde Guerre mondiale. Que faire si un juif se réfugie chez vous et qu'un soldat allemand vous demande si vous l'avez vu ? Alors on reconnaît là une des premières scènes du film Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Alors à ce propos, je ne résiste pas au plaisir de vous lire ce que dit Jankélévitch sur une telle situation dans son traité des vertus. Alors en fait, j'ai trouvé ce texte dans le document dont je vous ai parlé. Alors voilà ce que nous dit Jankélévitch. Mentir aux policiers allemands qui nous demandent si nous cachons chez nous un patriote, ce n'est pas mentir, c'est dire la vérité. Répondre « il n'y a personne » quand il y a quelqu'un, c'est, dans cette situation, le plus sacré des devoirs. Là, Jankélévitch inverse totalement l'impératif de Kant et fait du mensonge, dans cette circonstance, un devoir. Encore une remarque personnelle, cette querelle me fait penser à l'opposition dans Le Misanthrope de Molière entre Alceste, qui ne supporte pas l'hypocrisie si fréquente dans les mœurs de son époque, et son ami Philinte, qui fait l'éloge de la nécessité du mensonge en société. Alors, dans quel camp vous situez-vous ? Êtes-vous kantien
ou Constantien? Du côté d'Alceste ou de Philinte? Dites-le moi dans les commentaires, je suis curieux d'avoir votre avis sur cette question. Alors un petit mot sur la bibliographie pour finir. Donc en plus des livres et documents cités dans la vidéo, je me suis aussi appuyé sur ce livre qui contient plusieurs textes de Kant et Constant, alors pas toujours les mêmes que ceux que j'ai choisis, mais sans les contredire, heureusement, ainsi que des textes d'autres philosophes qui permettent d'approfondir la réflexion sur ce sujet. D'ailleurs, globalement, j'apprécie beaucoup cette collection dont les livres contiennent un appareil pédagogique très instructif. C'est chez Garnier-Flammarion, voilà, Garnier-Flammarion Philo. Alors nous voici donc arrivés au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Et dans ce cas, merci de lui mettre un petit pouce vers le haut, juste en dessous, là, à gauche, je crois, de l'écran. Et vous abonner à ma chaîne pour être prévenu des prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt, au revoir.